Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui a l'air simple a priori comme ça, mais on verra qu'elle cache une certaine complexité qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Donc la question c'est pourquoi est-ce que les pays se font la guerre? Pourquoi certains pays se déclarent la guerre? Et j'irai même plus loin en disant pourquoi est-ce que certains pays se déclarent la guerre alors qu'a priori ils préféraient largement la paix? Mais d'une certaine façon, ils sont poussés à déclarer la guerre à d'autres pays. En fait, aujourd'hui, on va étudier une théorie. Donc déjà, la question du jour, c'est pourquoi la guerre? Voilà. Donc, forcément, il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Aujourd'hui, on va étudier une théorie qui explique pourquoi est-ce que les pays se déclarent la guerre entre eux, quand bien même ils préféraient éviter la guerre. Et cette théorie, c'est la théorie du dilemme de sécurité. Donc, déjà, avant de commencer, en guise un petit peu d'introduction, il va falloir déconstruire un petit peu tout ce qu'on sait sur les raisons pour lesquelles des pays pourraient se déclarer la guerre. Euh, Pourquoi déconstruire tout? Parce que ça va nous permettre de mieux comprendre les enjeux qui inciteraient certains pays à en attaquer d'autres ou à éviter des attaques justement en fonction du contexte. En fait, le principal problème, si on imagine un certain nombre de pays qui, en principe, recherchent la paix. Le problème, c'est que, comme dans tout système où il y a plusieurs acteurs, s'il n'y a pas une autorité centrale qui impose d'une certaine façon les règles aux autres pays, la coopération entre les pays, elle peut devenir plus compliquée. Dans un système comme ça, au niveau des pays, l'absence d'un pays comme ça, entre guillemets, régulateur, c'est ce qu'on appelle l'anarchie internationale. Voilà, mais j'abrévie international. C'est ce qu'on appelle l'anarchie internationale. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une anarchie internationale, notamment depuis la guerre froide. En fait, ce qui se passe, c'est que le gendarme du monde, entre guillemets, c'est les États-Unis avec ce qu'on appelle la Pax Americana. Même si certains disent qu'aujourd'hui, ça pourrait changer, c'était quand même le gendarme du monde et si vous voulez, les États-Unis tenaient en respect tous les autres pays et ça permettait à ce système de fonctionner. Aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose, c'est en l'absence d'une police entre guillemets supérieure, comment est-ce que on pourrait inciter des États à coopérer entre eux? Et c'est pas dit parce que, imaginons, dans un système où il n'y a pas de police, dans la vie de tous les jours par exemple, si quelqu'un dégrade quelque chose ou vole une voiture, c'est la police qui va se charger de punir cette personne. Mais s'il n'y a pas de police, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'aller voler une voiture? Finalement, s'il n'y a pas le risque de la punition, qu'est-ce qui risquerait? Et c'est un peu la question qui se pose entre chacun des pays. Pourquoi est-ce que j'irai pas attaquer mon voisin qui a plus de ressources que moi ou moins de ressources? Qu'est-ce qui me permettrait ou justement m'empêcherait de l'attaquer? Et c'est tout l'objet de notre étude aujourd'hui. Et en fait, pour introduire le début de cette leçon, entre guillemets, il y a Jean-Jacques Rousseau qui a présenté une idée qui s'applique parfaitement à la théorie des jeux. Et on va beaucoup utiliser la théorie des jeux dans cette vidéo pour vraiment comprendre tous les enjeux qui pourraient inciter, enfin qui pourraient déboucher sur des incitations à attaquer ou non d'autres pays. Pas des enjeux, pardon, théorie des jeux. Voilà. Donc, l'idée de Jean-Jacques Rousseau, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de la chasse aux cerfs. Je vais vous l'écrire aussi ici. Chasse aux cerfs. Donc, l'idée, c'est quoi? On est dans un. Alors, c'est pour comprendre cette analogie, hein. Donc, l'idée de coopération. On est dans un monde primitif. On est un groupe d'on va dire 5-6 personnes, 5-6 chasseurs. Le but, c'est de chasser un cerf.
Et l'idée, c'est que on est une équipe de 5-6 personnes, on est coordonnés, chacun a un rôle. On doit tous coopérer pour pouvoir chasser le cerf. Si tout le monde joue le jeu et tout le monde chasse le cerf, on aura tous suffisamment à manger pour une période de temps suffisamment longue, mettons une semaine. Donc, on sera tous finalement assez bien si on se coordonne et on accepte de faire confiance aux autres pour chasser le cerf. Mais, c'est là qu'il y a un mais, c'est que il n'y a pas que des cerfs qu'on peut chasser, il y a aussi d'autres choses, des choses plus simples, des choses qu'on peut chasser tout seul, comme par exemple des lapins. Et le souci, c'est que si on est tous en poste, qu'on attend tous le cerf, qu'on le chasse tous ensemble, mais qu'il y a une personne qui décide de... Alors, dans le terme précis, c'est faire défection, mais faire défection, ça veut dire trahir le reste de ses compatriotes, enfin de ses co-chasseurs, entre guillemets. Si il y en a un qui décide de trahir le reste du groupe et qui décide d'aller chasser le lapin, donc qui trahit le reste des chasseurs, hein, on est d'accord. Il va chasser le lapin, il aura suffisamment à manger pour un jour, il ne sera pas très rassasié, mais au moins, il sera sûr de manger. Parce que le problème, c'est que si tout le monde chasse le cerf, tout le monde mange, mais il suffit qu'il y en ait un qui trahisse le reste du groupe, et personne de ceux qui ont coopéré, entre guillemets, ne peuvent manger. Et c'est là toute la subtilité du problème. Ça veut dire que si on pense qu'il y a un des coéquipiers qui n'est pas très sûr, et qui pourrait aller chasser le lapin, nous on va se dire, ok, soit je peux être entre guillemets le pigeon du groupe et attendre de chasser le cerf, sauf que on le récupérera jamais parce qu'il y en a un qui va nous trahir, soit comme je sais qu'il va me trahir, bah je vais le trahir moi aussi et je vais aller chasser le lapin, et à ce moment-là, je serai sûr de manger quelque chose, au moins. Ce sera quelque chose qui ne sera pas très satisfaisant par rapport au cerf qu'on pourrait tous manger, mais au moins j'aurai quelque chose et je ne mourrai pas de faim. Le, le, ce petit jeu-là, il change de saveur si par exemple on se dit que tout le monde est sur le point de mourir de faim. Donc ça veut dire que euh, on cherche tous à coopérer pour pouvoir manger le cerf, mais s'il y en a un qui coopère pas et qui nous trahit et qui va manger le lapin, bah lui il survivra parce que on est tous sur le point de mourir de faim, mais moi je serai mort parce que j'aurais rien mangé. Là, le problème il change un petit peu de saveur aussi, parce que du coup, en fait, le coût de la coopération, et c'est tout ce qu'on va étudier dans la suite de la vidéo, il devient beaucoup trop important pour les acteurs qui sont sur le point de mourir de faim. Donc, finalement, si on transpose ça au problème avec les pays, ils peuvent se dire, ok, soit on coopère tous ensemble pour travailler vers la paix et maintenir la paix entre nous. Donc, si tout le monde joue le jeu, finalement, on peut arriver à un équilibre stable où on profite tous de cette paix-là, de cette stabilité. Ou alors, s'il y en a un qui commence à attaquer un autre pour gagner du territoire, pour des raisons quelconques qu'on va étudier, et ben à ce moment-là, ça va poser problème à tous les autres, parce que tous les autres, du coup, ne seront pas en sécurité. Et une idée très simple qu'on va continuer d'étudier, c'est si par exemple, on est voisins, et que je vois que mon voisin, il commence à acheter énormément d'armes. Il développe toute son artillerie lourde, son infanterie, ses armées, il alloue un budget colossal à l'achat d'armes, bah, je pourrais me sentir de moins en moins en sécurité et me dire, bah, peut-être que finalement, toutes ces armes qu'il achète, c'est peut-être pour m'attaquer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me dit pas et que si moi je fais rien et je réagis pas et j'investis pas aussi dans des armes au cas où, et bah, peut-être que je pourrais avoir une mauvaise surprise. Mais c'est là aussi toute la subtilité du problème, c'est que si par exemple mon voisin n'avait pas de mauvaises intentions, il achetait tout ça juste pour se protéger lui, en se disant peut-être que mon ennemi il pourrait avoir des mauvaises intentions, en voyant que du coup en achetant des armes, le voisin en achète aussi, et bah, il aurait une sorte de biais de confirmation où il se dirait en fait j'avais raison, il était hostile à mon égard. Donc en fait, c'est comme ça que petit à petit, pas à pas, des pays peuvent se diriger vers la guerre. Mais pour en revenir à cette analogie de la chasse au cerf, en fait, ça nous donne une matrice 2-2.
Alors pour ceux qui aiment pas trop les termes mathématiques, il n'y a rien de compliqué, c'est juste un tableau où soit on peut coopérer, soit on peut trahir ou faire défection. Donc ça nous donne un tableau comme ça. Vous voyez? Donc ici, alors là, c'est un tableau à 2 entrées, donc comme s'il y avait 2 acteurs. Mais finalement, c'est comme si on prenait les acteurs 2 à 2. C'est plus simple d'étudier avec seulement 2 acteurs, et ça simplifie le problème, mais l'idée reste bien sûr la même. Donc ici, c'est tout le monde coopère, tout le monde profite de cette stabilité. Ici, c'est on coopère, mais l'autre nous trahit. Donc finalement, c'est un petit peu la situation où on est le pigeon. Ici, c'est là où on trahit les autres, mais les autres décident de coopérer. Donc, c'est le scénario un petit peu prédateur. Et là, c'est le scénario où tout le monde trahit tout le monde, et où finalement, tout le monde évite d'être le pigeon du groupe, mais on loupe finalement tous les bénéfices de cette coopération. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier en détail chacune des situations et comment essayer d'inciter les États dans une direction plutôt qu'une autre, sachant que l'idée, c'est quand même d'aller de ce côté-là, d'aller vers la coopération et dans tous les cas, d'aller de déverser dans les 2 cas. On va étudier chacun des cas, donc 3 et 4, en détail. L'idée, une petite introduction qui est bonne à avoir avant d'étudier en détail chacun des cas, c'est donc pour favoriser la coopération des États, ce qu'il faut, c'est une idée globale qu'on creusera, c'est essayer de favoriser la défense. Sauf que le problème, c'est que c'est pas si évident que ça. En tant que personne, nous, si on veut augmenter notre défense, entre guillemets, on met des barreaux aux fenêtres, on met une alarme, on prend une porte blindée. Finalement, ça n'a pas d'impact sur les autres. Mais à l'échelle d'un pays, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on doit investir dans des armes. Mais le problème, c'est que les armes, elles peuvent servir et à nous défendre et aussi à attaquer les autres. Donc, il y a aussi cette distinction qu'on verra dans une deuxième partie de la vidéo entre les armes offensives et défensives et la distinguabilité, entre guillemets, de ces types d'armes. Donc, on va regarder en détail dans un premier temps comment éviter, c'est ce premier cas de figure qu'on va regarder dans un premier temps. Comment alléger, parce que si on coopère et que les autres nous trahissent, on a un coût qui est énorme. On est le pigeon, mais finalement, si dans ce cas de figure-là, si on est sur le point de mourir de faim, le coût il devient trop énorme. L'idée, c'est d'éviter d'être sur le point de mourir de faim et de se dire, bon, si là je coopère et qu'on chasse le cerf tous ensemble et qu'on ne l'a pas, qu'il y en a qui me trahissent, c'est pas grave. Je pourrais à la prochaine chasse soit recoopérer ou j'aurai un temps d'avance, entre guillemets, je peux laisser le bénéfice du doute aux autres. Le but, c'est ça, c'est de permettre au pays de laisser le bénéfice du doute aux autres. Et on va voir quels sont les leviers qui permettent justement d'atteindre ça pour favoriser une coopération mutuelle de tous les États. Parce que si tout le monde se dit ça, finalement, dès le premier coup, on a le cerf. Donc j'efface ça et on regarde ce premier cas de figure. Donc là, le premier des 4 mondes, le monde où on coopère et les autres nous trahissent. Donc, la question centrale pour inciter les pays à plus avoir peur de ce cas de figure-là, c'est comment est-ce qu'on pourrait réduire le coût d'une coopération, l'alléger au maximum pour inciter les pays à coopérer. Forcément, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, mais on le garde dans un coin de notre tête, à la fin de l'analyse de ce monde-là, on y revient, c'est investir massivement dans la défense. Pourquoi? Parce que finalement, en tant que pays, si on investit tellement dans la défense, si on a une défense tellement forte que on sait que personne ne peut nous attaquer, personne ne pourra nous battre, parce que, qu'on soit bien d'accord, en tant que pays, la plus grande peur lors de la perte d'une guerre, c'est de perdre une guerre sur son territoire, d'être obligé de céder du territoire, ou voire pire, la perte de souveraineté.
Donc la peur, c'est perte de souveraineté. C'est ça le gros problème. Donc forcément, si on a une défense imprenable, bah finalement on peut dire aux autres attaquez-nous, ça nous change rien. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment le dilemme de sécurité parce que le coût de la coopération il devient nul. Et si tout le monde peut atteindre cette situation, euh, la coopération elle serait totale. Malheureusement, c'est pas toujours si évident que ça. Il y a aussi d'autres facteurs qui font que un pays va avoir un coût de la coopération plus ou moins important. Et là, j'aimerais vous inviter à comparer, pardon, j'allais écrire en anglais, les Anglais et les Autrichiens. Au moment de la Première Guerre mondiale. Donc au moment de la Première Guerre mondiale, l'Europe c'est un petit peu une poudrière si vous voulez. Le souci c'est quoi? C'est que d'un côté on a les Anglais. Les Anglais ils ont une géographie avantageuse, finalement ils sont sur une île isolée. Ils n'ont pas de voisins, forcément c'est une île isolée, mais pas de voisins. Et ils ont une marine forte. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que finalement, s'ils coopèrent et qu'ils développent pas leurs armes tant que ça pour pas alarmer les autres, bah, de toute façon, ils auront en quelque sorte un coup d'avance. Si on les attaque, bah, ils verront l'attaque venir, ils auront le temps de se préparer et ils auront le temps de réagir. Donc, le coût a priori de la coopération, il est faible. Ils peuvent se dire, bon, on laisse le bénéfice du doute aux autres. Dans tous les cas, s'ils nous attaquent, on pourra mener la bataille en mer et pas sur notre territoire. Ça aura des conséquences moins dramatiques. Contrairement à l'Autriche, ils sont sur le continent. Entourés d'ennemis, potentiellement hostiles. Entourés d'ennemis, potentiellement hostiles. Et ils sont aussi en proie à par exemple, s'ils ont un allié qui partage une frontière avec eux, mais s'il y a une révolution dans ce pays-là, et que l'allié devient tout d'un coup un ennemi, ils sont aussi exposés aux révolutions des ennemis. Donc finalement, l'investissement dans des armes défensives, elle peut alléger le dilemme, mais il y a toujours un problème insoluble dans certains cas de figure. Par exemple, l'Autriche, au moment de la Première Guerre mondiale, le coût de la coopération, il est trop haut. Parce que si elle coopère, elle est presque sûre que on va l'attaquer et que du coup, elle va perdre la souveraineté ou perdre des terres, ou en tout cas, il va se passer des choses qui lui feront regretter de ne pas avoir attaqué en premier. En fait, quand le coût de la coopération il est trop important, c'est là qu'on bascule et qu'un pays qui cherchait la défense, il se dit, bah finalement, si je coopère et que je perds ma souveraineté, autant attaquer en premier. Et je vais même vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Japon au moment de la Seconde Guerre mondiale. Bon, mon stylo est un petit peu fatigué, je m'en excuse. Donc, le Japon, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont connu, à partir du milieu du 19e siècle, une croissance fulgurante. Le problème, c'est que pour pouvoir maintenir cette croissance, ils avaient besoin de nouvelles ressources. Et surtout, ils avaient besoin de sécuriser leur route d'approvisionnement. Parce que le Japon, c'est une île qui possède pas tant de ressources que ça. Et le souci, c'est que du coup, ils ont commencé par attaquer la Chine. Ils ont commencé à prendre pas mal de territoires. Et ensuite, ils avaient besoin de pétrole, en fait. Ils avaient besoin de pétrole pour leur marine. C'est ce qu'on a vu en détail dans la vidéo sur une potentielle guerre entre la Chine et les États-Unis. Mais du coup, les Japonais, ils avaient besoin de sécuriser leur approvisionnement en pétrole. Le problème, c'est que dans l'équation, il y avait les États-Unis qui pouvaient potentiellement leur poser problème. Et du coup,
ils étaient au pied du mur, un petit peu face à un dilemme en se disant soit on coopère, on attend et on ne peut pas mettre la main sur de nouvelles ressources, ce qui va limiter notre développement économique et nous asphyxier, et après les conséquences peuvent être de pire en pire, soit du coup, même si nous, ce qu'on voulait, c'était notre développement économique, on ne cherchait pas forcément la guerre, attaquer les États-Unis pour essayer de mettre la main sur des nouvelles ressources en pétrole, et c'est ce qui débouche sur Pearl Harbor, comme on le sait tous. Voilà. Donc, on a un petit peu là une idée, ça commence à prendre un petit peu forme. Si vous voulez, je vais essayer ce deuxième stylo. Et donc là, on va revenir sur ce qu'on avait dit au début, l'investissement en défense. Le problème de l'investissement en défense, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, le problème, c'est que ça peut envoyer un mauvais message. Si on investit en défense, mais que les autres pays ne comprennent pas qu'on est en train d'investir en défense et ils nous voient acheter des armes, qu'est-ce qui se passe? Un État qui serait un petit peu dans une certaine paranoïa ou une certaine peur, il nous verrait acheter des armes. Donc, achat, armes, défense. Donc, il nous voit acheter des armes. Qu'est-ce qu'il fait? Il en achète aussi. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on le voit, il achète des armes. Mais on ne sait pas si c'est des armes pour nous attaquer ou pour se défendre. Donc, on a peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On achète encore de nouvelles armes. Et en fait, finalement, ça débouche sur un cercle vicieux où le problème, c'est que on va atteindre un certain seuil ou un certain seuil de non-retour. Au bout d'un moment, la seule option, ce sera de se déclarer la guerre parce qu'on aura trop peur que ce soit l'autre qui le fasse en premier. Cette mauvaise lecture des investissements des pays, elle a déjà eu lieu. Il y a déjà eu des mauvaises lectures des intentions des pays, et c'est un petit peu ce qui s'est passé entre la France, France et l'Angleterre. Après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? On avait la France qui a subi des pertes assez importantes. Il y a eu une bonne partie du pays qui a été détruit après la Première Guerre mondiale et qui ne voulait pas revivre ça. Et le problème de la France, c'est qu'il voyait l'Allemagne commencer à reprendre un ascendant militaire au niveau de l'Europe, et ça leur faisait peur. Du coup, eux, ce qu'ils voulaient, c'était absolument empêcher l'Allemagne de continuer son développement. Donc, empêcher militairement l'Allemagne de se développer. La France est un petit peu dans la surréaction. A contrario, on a l'Angleterre. L'Angleterre, elle pensait... On a deux réactions opposées. Hein. La France avait vraiment très peur de l'Allemagne, un petit peu surréagi. En fait, elle avait un coût de la coopération qui était trop élevé. Parce qu'en fait, elle a déjà connu la guerre sur son territoire pendant la Première Guerre mondiale, et elle ne voulait pas revivre ça. De l'autre côté, on a l'Angleterre. L'Angleterre, eux, ils sont un petit peu plus détendus. Ils se disent, l'Allemagne, c'est juste un pays qui est frustré de sa défaite de la Première Guerre mondiale. Eux, tout ce qu'ils recherchent, dans ce modèle de théorie, hein, je ne dis pas que c'est forcément ce qu'ils sont dit, mais c'est ce que cette théorie présente et explique, c'est que l'Allemagne, elle, dans la vision de l'Angleterre, c'était de chercher plus de sécurité pour se sentir du coup plus en sécurité et moins menacé par d'autres pays comme la France, sachant que l'Allemagne, on le verra dans la suite de la vidéo, ils sont dans une situation un petit peu particulière, avec la France et la Russie qui sont deux alliés notables de part et d'autre de l'Allemagne, donc ils voulaient un petit peu se sécuriser. Et l'Angleterre, eux, ils ont adopté une doctrine un petit peu de laisser-faire, de conciliation, pour permettre à l'Allemagne de se sentir un peu mieux et de les laisser coopérer. Le problème, c'est que
Les Allemands, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était un expansionnisme agressif. Et du coup, quand on souffre d'expansionnisme agressif, la conciliation, c'est en général pas la meilleure des solutions, malheureusement, et l'histoire démontrera que c'était pas vraiment la bonne solution au vu de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pour avoir une idée du coût de la coopération dans la matrice du dilemme de sécurité. Maintenant, on va passer à... On va faire deux mondes en un. On va regarder comment est-ce qu'on peut favoriser la coopération entre deux pays et limiter, enfin, on va dire, essayer d'empêcher les pays de faire, d'augmenter les coûts d'une trahison mutuelle en augmentant les bénéfices d'une coopération mutuelle. Donc j'efface ça et on voit ça ensemble. Donc maintenant, si on regarde les conséquences d'une coopération mutuelle et d'une trahison mutuelle. Donc d'un côté, la coopération mutuelle, qu'est-ce qu'elle apporte? Et ce qu'elle apporte, c'est ce sur quoi il va falloir capitaliser pour essayer de maximiser l'incitation des pays à choisir la coopération plutôt que la trahison. Donc quelque chose de un petit peu évident, c'est que ça apporte la paix entre les pays. Ensuite, ça apporte de la stabilité. Qui dit stabilité dit croissance, parce que du coup, c'est que dans un monde où il y a une certaine stabilité qu'on peut connaître la croissance. Comment on peut essayer de maximiser ces incitations-là? C'est permettre aux pays qui coopèrent, en tout cas, de leur faciliter le commerce et de leur faciliter encore plus le commerce. C'est un petit peu ce qui s'était mis en place après la Seconde Guerre mondiale avec le marché commun. En fait, c'est ce sur quoi il va falloir jouer pour essayer d'inciter au maximum les pays à coopérer. Mais attention, parce que trop chercher à inciter les pays à coopérer, ça peut se retourner contre les pays qui cherchent à inciter les autres à coopérer. On va le voir, vous en faites pas. De l'autre côté, on a la trahison mutuelle. Le problème avec la trahison mutuelle, c'est que, alors, déjà, il y a un avantage quand on trahit les autres, qui est indéniable, c'est qu'on évite le coût de la coopération. En trahissant les autres, on est sûr de ne pas avoir à essuyer la situation où on est le pigeon. Donc, il y a déjà une non-perte assurée, entre guillemets. Le problème avec la trahison totale, c'est que du coup, si on trahit les autres, que les autres sont tous d'accord pour chercher la paix, mais que nous, on s'arme justement dans le but d'attaquer les autres, c'est que les autres vont le voir et que ça va déboucher sur des courses aux armements. Et donc potentiellement à des guerres. Ensuite, pour un dirigeant qui choisit cette option-là, ça peut apporter de l'instabilité au niveau du pays, donc potentiellement des révolutions. Il peut y avoir aussi, comme on rentre dans un monde un petit peu de guerre, un monde un petit peu... c'est exactement le monde pré-Première Guerre mondiale. C'est les années... je peux vous donner un chiffre, hein, entre 1908 et 1913, au sein des pays européens, le pays qui a le moins augmenté son budget alloué aux armements, c'était plus 50%. Le minimum. Au minimum, il y avait plus 50% d'investissement dans les armements entre ces deux périodes-là. Ça vous montre à quel point en fait tous les pays, ils étaient en train de courir aux armements et qu'ils étaient tous prêts, entre guillemets, à l'étincelle qui allait mettre feu à la poudrière. Donc, il y a le problème de la trahison par les alliés. Si on met en place une alliance, on pourrait se faire trahir justement par nos alliés et perdre la guerre. Et il y a aussi, évidemment, le cas d'une victoire à la Pyrrhus. Hop, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'une victoire à la Pyrrhus? En fait, une victoire à la Pyrrhus, c'est quand vous gagnez la guerre, mais en fait, vous ressortez tellement meurtri et affaibli par la guerre que
c'est comme si vous l'aviez perdu en fait. Il me semble qu'il y avait une phrase assez célèbre, je crois, il me semble que c'était Pyrrhus qui la disait, il disait ça, un de ses généraux, il disait: «Une deuxième victoire comme ça et nous sommes finis ou on est perdu», quelque chose comme ça. Et pour avoir un exemple historique, c'est exactement ce qui s'est passé au Japon, pour le Japon en tout cas, en 1895. Le Japon, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent pas mal de territoire à la Chine à cette époque-là, mais au coût de quand même grandes pertes. Et le problème, c'est que, donc c'est toujours dans la même idée du développement de leur pays, le problème c'est qu'ils en sortent très affaiblis et les pays européens, aidés de la Russie, à ce moment-là, ils arrivent et ils disent au Japon: «Bon, t'as pris pas mal de territoire», je vous fais un résumé, hein. «Tu pris pas mal de territoire, mais il y en a certains qu'on va pas te laisser, on va les prendre pour nous. Heu et t'as pas vraiment ton mot à dire». Et le Japon, en fait, était tellement affaibli que, en fait, il pouvait pas rivaliser, il pouvait pas riposter, il pouvait pas contester cette décision des États européens. Donc, bah, ils ont pu qu'accepter et c'est aussi ce qui a nourri un certain nationalisme, japonais au fil des années et qui a permis, la prise de pouvoir par des personnes, ultra, enfin, de très orientées militaires. On va pas rentrer trop en détail, mais ça a nourri un certain nationalisme, en tout cas, ce type de victoire qui n'en est pas vraiment une finalement. Donc, ça, c'est l'idée de base de la coopération, comment inciter des pays. Et alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que en non-coopération mutuelle, il y a aujourd'hui, avec les armes nucléaires, on en parlera plus tard, je les laisse volontairement de côté pour l'instant, un concept de destruction mutuelle assurée. En fait, avec les armes nucléaires, si personne coopère, tout le monde meurt. C'est finalement la fin de l'humanité. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui dissuade pas mal de personnes. Mais attention, ça peut se retourner contre les États. Et c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que la coopération mutuelle peut se retourner contre les pays? Le problème de la coopération mutuelle, c'est que quand vous, en tant que pays, vous incitez trop les autres pays à coopérer, en fait, que vous avez trop besoin de leur coopération, ça peut devenir un levier de négociation contre vous. En fait, les autres pays voient que vous avez tellement besoin de cette coopération qu'ils peuvent vous dire: «Bah, nous, on coopère pas, sauf si tu nous donnes ça, ça et ça». Et ça donne un moyen de faire du chantage. Quand la coopération est trop bénéfique, et bah, ça peut permettre à d'autres pays d'avoir des leviers sur vous. Et c'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec le marché commun. Il a menacé de sortir du marché commun pour réussir à avoir ce qu'il voulait. Là, pareil, si jamais vous voulez avoir plus de détails, il y a plein de détails sur internet, mais c'est l'idée générale. Il a fait pression sur les autres États européens en menaçant de sortir du marché européen pour obtenir des concessions. Donc, ça vous montre un petit peu que, voilà, trop dépendre de la coopération, ça peut parfois être mauvais. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est avec la trahison mutuelle. En fait, dans un système, donc le système ici du dilemme de sécurité, si on arrive à faire de la trahison mutuelle le pire des 4 mondes, et le monde où on coopère et l'autre nous trahit n'est plus la pire situation, si la pire situation devient celle-là, en fait, le dilemme, il change totalement. Ça se transforme en jeu de la poule mouillée. Et là, c'est une stratégie totalement différente qu'il vaut mieux adopter pour maximiser ses gains, entre guillemets, toujours dans l'optique de la théorie des jeux. Le jeu de la poule mouillée, s'il y en a à qui ça parle pas vraiment, c'est le jeu, vous savez, où il y a 2 voitures qui foncent l'une sur l'autre et elles sont sur la même ligne. Si personne ne tourne, les 2 voitures foncent l'une contre l'autre et les 2 conducteurs, malheureusement, décèdent. Mais s'il y en a un des 2 qui tourne, bah, les 2 survivent. Donc en fait, le but du jeu dans ce cas-là, la pire situation, c'est la situation où les 2 meurent. Ça, on est d'accord. Une situation moins pire, c'est on tourne, donc on coopère entre guillemets et l'autre,
lui, il coopère pas, il fonce, mais au moins, les deux ont survécu. On perd la voiture, ou on perd de l'argent, ou on perd ce qu'on veut, mais au moins, les deux ont survécu. Et donc, la meilleure stratégie à adopter dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que c'est? C'est de se faire passer pour le fou. En disant, par exemple, une stratégie simple, démonter ce volant, garder juste la pédale d'accélérateur et jeter le volant par la fenêtre. En disant, bah, dans tous les cas, moi je peux rien faire. Donc, on vous donne un petit peu le choix en vous disant, moi dans tous les cas, je faiblirai pas. Toi, si tu veux faiblir, tu peux. Si tu faiblis pas, tu sais que tous les deux on meurt. Donc, c'est mettre une certaine pression psychologique sur l'autre. Et je pense que ça vous rappellera la stratégie psychologique adoptée par un certain président, Monsieur Donald Trump. Ça, c'est souvent sa stratégie. Lui, il est un petit peu constamment dans un jeu de la poule mouillée. C'est un peu comme ça que lui, il fonctionne. Et parfois, ça fonctionne, parfois, ça fonctionne pas. C'est pas forcément toujours couronné de succès. Mais, donc, attention dans ce cas-là, si on bascule dans le jeu de la poule mouillée, ça change un petit peu tout le paradigme, vous voyez. Maintenant, si on analyse le dernier des trois mondes, donc le monde où on trahit et les autres coopèrent, en fait, l'idée dans ce monde-là, ça va être d'essayer de réduire au maximum les gains que pourrait espérer un pays qui choisirait cette option et qui, du coup, trahirait les autres. Sachant qu'il y a forcément tout de suite un gain de la trahison qui est, enfin, une non-perte, entre guillemets, donc une sorte de gain d'opportunité de la non-coopération. Donc le fait de ne pas coopérer, ça nous expose, ça nous supprime le risque d'être le pigeon, entre guillemets, comme on l'a dit tout à l'heure. L'idée ici, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de réduire au maximum ce que pourrait tirer un pays des bénéfices, entre guillemets, qui sont possibles d'avoir en exploitant les autres. Donc, ce serait par exemple de rendre la conquête inutile. On va dire en termes financiers, en termes de... En fait, si un pays doit prendre un territoire et le garder, mais que ça coûte trop d'argent de garder ce territoire, il aura moins d'incitation, ce sera moins bénéfique pour lui de prendre ce territoire que s'il prenait un territoire plein de ressources naturelles. Ou par exemple, si c'est un territoire qui possède des ressources naturelles, en tant que pays défenseur, dire si tu m'attaques et que tu gagnes trop de terrain, je vais détruire toutes les infrastructures, tu devras tout reconstruire et ça va te coûter de l'argent, ça te prendra du temps et peut-être que nous, on pourra contre-attaquer. Bon, forcément, si les ressources, elles valent plusieurs milliards, reconstruire une infrastructure, ce ne sera pas le plus gros problème. Mais c'est pour vous donner une idée. On peut aussi mettre en place un système de commerce qui ferait en sorte que si le pays venait à être détruit ou bombardé, ça impacterait fortement l'attaquant et ce ne serait pas forcément intéressant pour lui. Il y a par exemple le cas avec Taïwan et les semi-conducteurs. Si la Chine attaque Taïwan et que les usines de semi-conducteurs sont détruites, ça risque d'être problématique pour un certain nombre de personnes. Et parmi ces personnes pour qui ce serait problématique, il y a bien sûr la Chine. Il y a aussi, selon cette vision, il y a aussi le coût de la réputation qui est à prendre en compte. Le coût de la réputation, c'est si vous trahissez, en fait, plus personne vous fera confiance après. Et c'est ce qui s'est passé avec Bismarck en Allemagne. Il a réussi à unifier l'Allemagne. Donc c'était à la fin du 19e siècle. Il a réussi à unifier l'Allemagne, ça c'est très bien. Il a du coup attaqué pas mal de pays, dont la France entre autres. Je crois qu'il y a eu un épisode assez intéressant avec la dépêche d'Ulm, quelque chose comme ça, où il a un petit peu transformé un message, il a manipulé l'opinion pour en quelque sorte déclencher une guerre. Il était malin, mais le problème c'est que en faisant ça, plus personne ne le croyait. Il avait sa réputation qui était ruinée.
En, en- Et forcément, si vous avez une réputation qui est ruinée, et que les autres pays savent, entre guillemets, que vous avez tendance à plutôt trahir les autres, et bah, si vous voulez, un traître qui est repéré, il est plus facilement muselable, entre guillemets. Après, une fois qu'on a vu tout ça, il y a quand même il y a quand même un paradoxe dont il faut qu'on parle, c'est le paradoxe de la sécurité. Parfois, si nous, notre but, c'est de maximiser la sécurité de l'ensemble du groupe, parfois, il vaut mieux laisser un ennemi acheter des armes, se sentir un petit peu plus confortable, plutôt que, euh, dès qu'il en achète, surenchérir nous-mêmes et déboucher sur une course aux armements. Parfois, il y a une erreur et un piège un petit peu dans lequel il ne faut pas tomber en tant que pays, c'est le piège de l'accumulation. Plus d'armes n'est pas forcément synonyme de plus de sécurité. Parfois, c'est même l'inverse. Parfois, plus d'armes égale moins de sécurité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Khrouchtchev et les missiles à Cuba. Vous aviez la Russie et les États-Unis. Ce qu'ils voulaient absolument éviter, c'était une apocalypse nucléaire. Et ce qui s'est passé, c'est que Khrouchtchev, il a retiré ses missiles de Cuba en disant au président des États-Unis, écoute, je sais qu'on ne pourra pas gagner, ce sera pas quelque chose où on en sort, où il pourra y avoir un vainqueur. Donc ce que je fais, c'est que je retire mes missiles de Cuba, je te montre, entre guillemets, ma bonne foi, pour essayer d'aboutir à une détente. Donc parfois, en fait, permettre à l'autre entité de se sentir plus en sécurité, en fait, ça va favoriser une défense globale. Il vaut mieux faire un pas en arrière pour que l'autre se sente en sécurité et que, du coup, tout le monde soit capable de chasser le cerf. Donc, finalement, là, ce qu'on a vu, c'est des situations assez particulières sur chacun des 4 mondes, comment les influencer d'une manière ou d'une autre, euh, à chaque fois en fonction de chaque scénario. Mais en fait, il y a une façon d'influencer les 4 mondes à la fois, et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en théorie des jeux, c'est finalement séparer le problème en plusieurs petites itérations. En fait, si on fait reposer tout le problème sur une seule décision, le coût il est immense. C'est-à-dire que si on se trompe, on risque gros. Mais si par exemple, et pour vous donner l'exemple de la chasse, si au moment de la chasse, en fait s'il y a 10 chasses par jour, bon, bah, s'il y en a un qui, au lieu d'aller chasser un rat, un coup va prendre un ver de terre, bon, il mangera un petit peu, mais ça va pas changer la face du monde. Alors que si c'est une énorme chasse et qui détermine la survie du groupe, là, ça devient plus problématique. Mais voilà, en théorie des jeux, ils aiment bien découper les décisions en plusieurs petites itérations. Et dans ce cas-là, ce serait une stratégie très bénéfique pour atteindre un équilibre global. Après, ça, c'est très théorique. Je pense que vous vous le dites aussi, et je suis d'accord avec vous. Si on cherche un exemple de cas de figure où il y aurait pu y avoir une séparation en plusieurs petites itérations, les seuls cas un petit peu approchants que j'ai pu trouver, c'est entre les États-Unis, au moment de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, la séparation entre petits traités en faisant évoluer pas à pas la situation. Il y avait les traités, je crois que c'était SALT 1, SALT 2, et vous voyez, ils faisaient évoluer la situation petit à petit comme ça. Après, il y a forcément des facteurs dont il faut que je vous parle. Certains qui sont un petit peu paradoxaux et qui influencent le dilemme, mais qui influencent le dilemme dans sa globalité aussi. Il y a la situation géographique des pays. Un pays, comme on l'a vu l'Autriche, et là on va voir l'autre exemple, qui est dans une situation assez compliquée, en fait, il va avoir, dans tous les cas, un coût de la coopération tellement élevé que
en fait, ça va fausser le dilemme. Et l'autre situation, c'est la situation de l'Allemagne. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la situation de l'Allemagne à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez, je vais faire un petit dessin, l'Allemagne ici, donc je mets Al. Ici, vous avez la France, donc FR. Et ici, en grand, vous avez la Russie. Bon, là, j'ai la place de l'écrire. Et le problème, c'est que, en fait, la Russie et la France, ils sont alliés. Et l'Allemagne, ils sont un petit peu au pied du mur. Ils se disent, bon, si j'achète tellement d'armes et je développe tellement mes capacités militaires que je peux attaquer à la fois la Russie et la France et gagner, en fait, dans ce cas de figure-là, l'Allemagne serait capable de prendre toute l'Europe. Donc forcément, la France et la Russie, s'ils voient l'Allemagne développer trop ses capacités militaires, ils la laisseront jamais, et soit ils développeront les leurs, soit ils attaqueront en premier l'Allemagne avant qu'elle soit en mesure d'accomplir ce développement militaire. Le problème de l'Allemagne, c'est que si elle attaque la Russie, en fait, la France, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va attaquer l'Allemagne. Et vu que tous ces soldats sont sur le front avec la Russie, eh ben, ils ne pourront pas défendre ici, ils se feront prendre à revers et ça sera problématique pour l'Allemagne. Et devinez quoi, si elle attaque la France, il se passe exactement la même chose de l'autre côté. Donc en fait, l'Allemagne est dans une situation insoluble, dans le sens où, quoi qu'elle fasse, elle peut que perdre, entre guillemets. C'est pour ça qu'ils ont mis en place, il y a un général allemand qui a mis en place le plan. Alors, désolé si je l'écris pas très bien. Je crois que c'est Schlieffen, quelque chose comme ça. Le plan Schlieffen. Et le plan Schlieffen, qu'est-ce qu'il dit? Le plan Schlieffen, il dit, donc ils ont calculé que la durée nécessaire à la mobilisation de l'armée russe sur le front allemand, c'était de 42 jours. Et donc l'idée dans ce plan, c'est quoi? C'est que, et oui, et la France, c'est moins de jours, parce qu'ils ont un réseau de chemins de fer plus développé par rapport à la Russie, donc ils sont capables de mobiliser leurs armées plus rapidement. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de battre la France, attaquer par surprise la France, battre la France rapidement, et ensuite, avant que la Russie ait eu le temps de finir sa mobilisation, aller se battre contre la Russie sur le front russe. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'ils ont fait pour la Deuxième Guerre mondiale. Sauf qu'ils ont attaqué, au lieu d'attaquer la France directement, ils sont passés par la Belgique. Et euh, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient attaquer par la Belgique. Et ensuite, il me semble que c'était arrivé aux portes de Paris par la Belgique. Mais ils ont pris trop de temps en Belgique. Et ça a un petit peu mis à mal tout leur plan. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pour vous montrer que dans une situation géographique compliquée, c'est difficile de réussir à inciter un pays à coopérer. Des fois, il y a des situations qui sont insolubles. Il y a d'autres paradoxes qui existent aussi. Il y a le paradoxe notamment vous avez des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, qui eux, a priori, sont plutôt bien isolés. Ils ont une situation qui leur permet de coopérer et de voir les autres, les attaquants, entre guillemets, arriver en cas de problème. Donc, ils peuvent laisser un coup d'avance aux ennemis. S'ils sont attaqués, de toute façon, ils auront le temps de réagir. Mais le problème, c'est parce que, en fait, ils n'ont pas que leur territoire à protéger. Ils ont aussi leur colonie. Et c'est là tout le problème. Parce qu'en fait, quand vous avez des colonies, non seulement vous devez protéger le territoire de vos colonies, ça vous crée des nouvelles frontières avec d'autres pays qui sont potentiellement hostiles. Pour l'Angleterre, je pense notamment à l'Inde, avec la Russie, où il y a eu pas mal
de problématiques entre ces deux pays. Ça a même débouché sur quelque chose qu'on appelle le grand jeu entre ces deux pays. Ça, c'est une notion, je pense qu'on la verra dans d'autres vidéos. Le grand jeu, ça exprime un petit peu cette rivalité en Moyen-Orient, Extrême-Orient, pardon, entre la Russie et les Anglais. Et aussi, le problème, c'est que forcément, vous devez aussi sécuriser ces routes d'approvisionnement avec vos colonies, donc vous avez besoin d'une marine puissante. Et c'est là que ça nous donne aussi le deuxième paradoxe. Le problème, c'est quand vous avez une marine puissante. Qu'est-ce que c'est? Non, il ne fonctionne plus. Oui, non. Donc, le problème, quand vous avez une marine puissante, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une marine puissante, c'est bien parce que ça vous permet de défendre vos routes d'approvisionnement, mais, et c'est là l'ambiguïté, et c'est là l'introduction sur notre seconde partie. L'ambiguïté, quand vous avez une marine puissante ou une des plus puissantes, c'est que vous pouvez sécuriser vos routes d'approvisionnement entre l'Angleterre et l'Inde, mais vous pouvez aussi bloquer les routes d'approvisionnement des autres. Et c'est tout le problème, parce que si vous êtes capable de défendre vos routes, vous êtes aussi capable de bloquer celles des autres. Et si vous êtes capable de bloquer celles des autres, bah, qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire si vous avez la marine la plus puissante, comme c'est le cas avec les Anglais? Donc, il y a cette distinction, et qui est l'objet de l'étude de notre deuxième partie, entre les armes offensives et les armes défensives. Et on peut se demander aussi, qu'est-ce que l'influence de ces types d'armes sur le dilemme de sécurité qu'on vient d'étudier? J'efface ça et on passe à la deuxième partie. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo et la deuxième partie du dilemme qui, en fait, on va voir à la fin que les deux parties se recoupent entre elles, mais l'autre face, si on veut, du problème, c'est la distinction entre les armes offensives et défensives. La première question, et la question la plus importante qu'il faut se poser avec les armes, c'est est-ce qu'elles sont distinguables? Parce que, en fait, le fait qu'elles soient distinguables ou non, ça va permettre de changer tout le problème. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure où on a des armes qui sont distinguables, qu'est-ce que ça implique? En fait, des armes distinguables, ça permet de révéler, entre guillemets, nos intentions. Donc, on montre nos intentions. Donc, si on investit dans des armes défensives et que les armes sont distinguables, on montre on cherche plutôt à se défendre. En fait, si vous vous posez la question, tout le dilemme de sécurité, il repose sur le fait que ce qui importe le plus, ce qui importe plus, c'est les capacités que les intentions. Les intentions, bon, les intentions qu'on déclare, c'est comme des promesses, en fait, elles engagent que ceux qui y croient. Mais les capacités, c'est ce qu'il y a de vraiment déterminant. Et dans le cas où les armes offensives et défensives sont distinguables, dans ce cas de figure-là, bah, finalement, si on n'investit que dans de la défense, nos intentions, elles sont assez claires, finalement. Donc, avec des armes distinguables, une détente est possible. Pourquoi? Parce que du coup, si tout le monde est de bonne foi, tout le monde investit dans des armes défensives, on voit qu'il n'y a pas réellement de risque d'escalade. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est une paix possible et une stabilité. En fait, c'est le fait que les armes soient distinguables, ça encourage grandement la coopération finalement. Et ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir juste avant. Maintenant, le problème des armes qui ne sont pas distinguables. Donc,
le cas de figure où on a des armes qui ne sont pas distinguables, qu'est-ce qui se passe? On voit quelqu'un qui investit dans des armes, on ne sait pas si c'est pour se défendre ou nous attaquer. Donc nous, qu'est-ce qu'on se dit? On est nerveux. On va avoir tendance à surréagir ou surinterpréter les actions de l'autre, et finalement, ce sur quoi ça peut déboucher si on est dans une optique un petit peu, on va dire, suspicieuse par rapport aux autres pays, ça peut déboucher sur une course aux armements, malheureusement. Et on voit en fait que finalement, des armes qui ne sont pas indistinguables, elles favorisent la trahison. Parce que comme on ne peut pas être sûr que les autres vont coopérer, bah, finalement, le coût de la coopération, il est assez haut, vu qu'on n'a pas d'informations a priori. Ça se base que sur la confiance. Et il y a une autre partie au problème avec les armes offensives et défensives qui est très important, c'est est-ce que ce sont les armes offensives ou défensives, j'ai oublié un N, qui ont l'avantage. Et ça va tout changer. Pourquoi? Parce que, en fait, si c'est les armes offensives qui ont l'avantage, là, le problème, il prend carrément une autre dimension. Pourquoi? Parce que si c'est les armes offensives qui ont l'avantage, ça devient plus avantageux d'attaquer en premier plutôt que d'attendre. Le problème dans ce cas-là, c'est que la confiance, elle est mortelle. Parce que, en fait, si on sait qu'il va y avoir la guerre, il vaut mieux que la guerre, vu que l'avantage est à l'offensive, la guerre, elle se passe sur le territoire ennemi que sur son propre territoire. Dans ce cas-là, une détente est très difficile. Donc c'est plutôt une guerre probable. Ce monde-là, il favorise la trahison. De l'autre côté, si la défense a l'avantage, là ça change tout. Forcément, c'est l'inverse. À ce moment-là, si on sait que il faut 4 soldats en attaque pour réussir à neutraliser un soldat en défense, à ce moment-là, le ratio il est plus du tout intéressant. En fait, attaquer, c'est plus du tout rentable. Et dans ce cas-là, en fait, on peut même investir en défense à moindre coût, parce qu'en fait, la défense, si elle est tellement avantagée par rapport à l'attaque, en fait, un investissement minime, ça permet de se sentir en sécurité. Et donc ça, forcément, ça favorise la coopération. Et ce cas de figure-là, en fait, il permet d'atteindre un équilibre. Le monde où la défense a l'avantage. Pourquoi il permet d'atteindre un équilibre? Parce que, mettons qu'on ait deux pays, pays A et pays B. Pour une quelconque raison, le pays A décide d'investir 100 unités supplémentaires en défense. Mais mettons qu'on soit dans un pays où les armes ne sont pas distinguables. Donc le pays B ne sait pas si le pays A a des intentions agressives ou il cherche plutôt à se défendre. Dans le doute, il renforce sa propre défense, mais comme c'est la défense qui a l'avantage, pour contrer une augmentation de 100 nouvelles unités d'armes du pays A, il n'en a besoin que de 20 pour réussir à contrer cette augmentation. À ce moment-là, les deux pays se sentent en sécurité, mais A voit que B a investi 20 nouvelles unités en armes, mais 20 unités, c'est pas suffisant pour alarmer A, donc il décide de ne pas investir de nouveau dans les armes. À ce moment-là, les deux pays se sentent en sécurité. B sait qu'avec ses 20 unités supplémentaires, il peut tenir en échec A s'il décide d'attaquer avec ses 100 unités. Et finalement, on réussit à atteindre un équilibre. Donc ça, c'est deux... le fait que ce soit distinguable et le fait que l'avantage soit plutôt
d'un côté ou de l'autre de la balance, ça va faire l'objet de la deuxième partie de notre étude, qu'on commence ici et qu'on va poursuivre. Il y a néanmoins un point d'attention, et ça fera partie de notre conclusion, sur les armes nucléaires. Les armes nucléaires, gardez-les dans un coin de votre tête. On va faire comme si pour l'instant elles n'existaient pas, parce que il faut les traiter de façon particulière parce qu'elles sont différentes. En fait, c'est des armes avec lesquelles finalement c'est un aller sans retour. Donc il faut se méfier. Donc dans le but de favoriser la coopération des pays, ce qu'on voit, c'est que ce qui favorise la coopération des pays, c'est donner l'avantage à la défense. Est-ce que les armes sont distinguables ou non? On va l'étudier aussi, mais ça dépend pas vraiment des pays. Les pays peuvent pas... Si les armes ne sont pas distinguables, qu'ils investissent dans certains types ou d'autres, elles ne restent pas distinguables. Donc ça, ils ne peuvent rien faire. Mais donner un avantage à la défense de façon, comment dire, substantielle, ça, ils peuvent le faire. Et justement, on va voir comment. J'efface ça et on regarde ça ensemble. Donc, qu'est-ce qui peut donner un avantage à la défense indéniable? Et on en a déjà un petit peu parlé. En fait, la géographie, souvent, c'est ce qui va permettre de grandement, pour un pays donné, donner l'avantage à la défense. C'est ce qu'on a vu avec les États-Unis, c'est ce qu'on a vu avec l'Angleterre. En fait, ces deux pays-là sont protégés par des océans. Donc, sans tenir compte, bien sûr, de leurs colonies. Mais les océans, ça permet quoi? En fait, ça crée une sorte de zone tampon qui permet de voir les ennemis venir. Et cette zone tampon, du coup, elle vous laisse le temps de réagir. Après, bien sûr, en tant que géographie avantageuse, il n'y a pas que les océans. Souvent, il y a les montagnes. Par ça, on a aussi les montagnes. Et les montagnes, c'est une bonne zone tampon aussi. En fait, ça empêche la progression des ennemis. Ceux qui veulent venir traverser les montagnes, vous les voyez venir parce que c'est difficile de traverser les montagnes. Et pendant qu'ils traversent les montagnes, ils sont vulnérables et vous pouvez facilement les neutraliser. Si on regarde juste à l'échelle de la France, en fait, à droite, vous avez les Alpes et au sud, vous avez aussi des montagnes. Vous avez les Pyrénées qui servent entre guillemets de frontière naturelle avec l'Espagne. Et si on regarde dans le détail, on voit que souvent les frontières de pays correspondent à des chaînes de montagnes. C'est pas pour rien. C'est même souvent l'histoire montre que c'est ce qui a permis la délimitation de frontières des États. C'est comme, bon, ça c'est évident, mais une mer ou des océans, ça délimite aussi un État. Si on regarde l'Italie, bon, tout le sud, il est limité, mais il est limité par les océans. Donc, bon, il n'y a pas mieux, entre guillemets, que les océans pour créer une espèce de zone tampon. Et on l'a vu aussi avec la France. Tout à l'heure, on disait que les Allemands ont attaqué la France, ils ont attaqué par la Belgique. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est du terrain plat, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien qui protège, et la progression est facilitée. L'idée de tout ça, en fait, c'est de créer des zones tampons pour pouvoir voir l'ennemi et réagir en fonction. Ces zones tampons, parfois, elles n'existent pas et les États cherchent à les créer. Et c'est typiquement le cas de ce qui se passe en Ukraine. En fait, l'Ukraine, c'est ni plus ni moins qu'une zone tampon entre la Russie et l'OTAN. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, les États essayent de... Là, dans ce cas de figure-là, et vous avez aussi la Biélorussie, qui est un petit peu une zone tampon à demi-mot entre la Russie et l'OTAN. L'Ukraine, c'est une zone tampon. En général, on essaye de faire en sorte que les zones tampons, elles soient le moins... elles permettent le moins possible une mobilisation rapide des troupes ennemies. C'est pour ça qu'en Ukraine, tous les chemins de fer ont été détruits.
vous en avez plus. Tout a été détruit. C'est pour justement créer une zone un petit peu, une zone vide qui permet vraiment de délimiter une zone de combat entre guillemets qui, euh, voilà, qui finalement sert à contenir les combats sans qu'ils soient ni d'un côté ni de l'autre. C'est le rôle finalement de la zone tampon. Et il y a une idée intéressante avec ces zones tampons, c'est que, en fait, souvent, ils font en sorte qu'il n'y ait pas de chemin de fer. Mais une idée intéressante, c'est que la Russie, toujours dans cette idée-là, a choisi un écartement. Vous voyez des chemins de fer, souvent ils sont comme ça, hop, et vous avez des espèces de plaques, enfin de lattes, je ne sais pas si on peut appeler ça, vous avez des morceaux de bois au milieu qui servent à garder un espacement constant entre les deux rails. Et en fait, la Russie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi un écartement de rails différent de ceux européens. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, c'est toujours dans cette optique de ralentir la progression ennemie au cas où ça se passe mal sur son territoire. Si, mettons, l'OTAN ou les Européens arrivent aux portes, bon, forcément, c'est moins vrai aujourd'hui avec les progrès de l'aviation, etc. Mais en tout cas, à l'époque, si des ennemis arrivaient aux portes de la Russie, bah, la progression elle se ferait beaucoup plus difficile parce que forcément, du coup, à cause de cet écartement de rails différent, ça rendrait la progression ennemie sur le territoire russe beaucoup plus difficile. Donc, c'est un exemple, je trouve, qui est intéressant. Et il y a un point aussi auquel il faut qu'on accorde une attention particulière, c'est, pour revenir sur l'avantage entre l'offensive et la défensive, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est se tromper du côté de l'avantage. Si on pense que l'avantage est à l'offensive alors qu'il est à la défensive ou inversement, on verra que les deux cas se sont produits. Si on pense que l'avantage il est à l'offensive alors que l'avantage il est à la défensive, il se passe des guerres qui s'enlisent avec de nombreux morts, et c'est ce qui s'est passé pour la Première Guerre mondiale. En fait, pour la Première Guerre mondiale, tout le monde pensait que l'avantage était à l'offensive. Alors que pas du tout, en fait, l'avantage, il était à la défensive. Comment ça se fait? En fait, ils se sont tous calqués sur le modèle de Bismarck, dont on a parlé un peu avant, qui, à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin, plutôt vers le milieu du 19e siècle, il a mené pas mal de guerres qui ont été couronnées de succès, des guerres où il était l'agresseur, et du coup, le succès était à l'offensive. Toujours le même, Bismarck. Donc tout le monde pensait que l'avantage était à l'offensive à ce moment-là, sauf que... Et juste après, on va regarder l'histoire de l'avantage à l'offensive ou à la défensive. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en 1884, il y a eu l'invention de la mitraillette. La mitraillette, la mitrailleuse automatique. Avant, vous savez, c'était au coup par coup des fusils, donc il fallait le charger, il fallait charger. Mais maintenant, avec l'invention de la mitraillette, ça change tout. Et ça change quoi? Ça change que maintenant, avec les tranchées, avec la mitraillette, les mitraillettes et le barbelé, en fait, vous avez un cocktail qui permet en fait de donner un avantage considérable à la défense. Désolé, j'ai eu un petit souci de caméra, je m'en suis rendu compte après coup. Donc je disais, oui, si vous avez une situation où vous pensez que l'avantage est à l'offensive alors qu'il est à la défensive, vous vous foncez droit sur un désastre. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous vous enlisez dans un conflit et du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de pertes humaines, parce que forcément, vous pensiez que le conflit, il allait durer, il allait pas s'éterniser, il allait rapidement
se terminer et malheureusement, du coup, il s'éternise vu que l'avantage est à la défense. Et ceux qui en pâtissent, c'est les soldats et il y a beaucoup de pertes du coup du côté des militaires. Donc, tout ça pour vous donner une petite idée. Alors, donc ça, c'est la situation où vous pensiez que l'offensive avait l'avantage, mais en fait, c'est la défensive qui a l'avantage. Il y a l'inverse qui se passe, et à ce moment-là, c'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, avec la stratégie allemande, le Blitzkrieg. À ce moment-là, tout le monde pense que du coup, en gardant le souvenir de la Première Guerre mondiale, l'avantage est à la défense avec les mitraillettes, les tranchées et les barbelés. Mais en fait, avec cette nouvelle stratégie allemande qui permet de concentrer l'artillerie lourde sur un point spécial pour créer une brèche dans la défense ennemie, juste après on verra plus en détail cette notion, ça a permis de montrer que en fait, l'offensive avait de nouveau l'avantage et forcément quand on se fait prendre à revers comme la France, et bah, ça devient rapidement problématique, comme on l'a vu avec l'occupation allemande. J'efface ça et on va tout de suite regarder un historique de l'avantage à la défense, à la défensive ou à l'offensive en fonction des époques. Donc maintenant, si on se pose la question de l'avantage à travers les siècles. Donc, au XIIe, XIIIe siècle, avec les châteaux forts, et c'est des châteaux forts un petit peu particuliers. En fait, à cette époque, vous avez les châteaux forts, mais vous avez aussi les catapultes. Le problème des catapultes, forcément, c'est problématique pour les châteaux forts. Les châteaux forts du XIIe, XIIIe siècle, ils ont une innovation principale qui donne l'avantage à la défense et du coup au château fort. En fait, vous voyez, donc, je vous dessine un château fort. Désolé, je ne dessine pas forcément très bien. Hop. Hop. Voilà, bon, c'est à peu près l'idée. Ici, vous avez le pont-levis. Là, vous avez les douves. Et donc, le château fort. Vous aviez déjà des catapultes. Là, l'innovation majeure, c'est que les tours, en fait, au lieu d'être carrées, elles deviennent rondes. Parce qu'en fait, le problème avec des tours carrées, c'est que si les projectiles des catapultes arrivent ici, sur les angles, en fait, si les projectiles arrivent sur les angles, c'est des zones de vulnérabilité. À partir du moment où vous touchez un angle, il est facilement, on peut facilement créer des vulnérabilités au niveau des angles qui fragilisent toute la structure du château et qui menacent de s'effondrer. Mais avec des tours rondes, en fait, les projectiles des catapultes, ils ont tendance à ricocher sur les tours et causer beaucoup moins de dégâts, ce qui donne des avantages considérables, en plus des avantages déjà qu'on a quand on est derrière un château fort, c'est-à-dire qu'on peut voir l'ennemi arriver de loin, c'est difficile de le prendre parce que du coup, s'il essaye de le prendre, nous, avec nos archers, on peut facilement le repousser avec les douves, le pont-levis et toutes les fortifications qu'on a. Ça donne l'avantage à la défense. Donc 12e, 13e siècle, château fort, bon je vais mettre plus, donne l'avantage à la défense. Tout change au 15e siècle avec l'arrivée des canons. L'arrivée des canons, forcément, ça donne l'avantage à l'offensive. Pourquoi ? Parce que, en fait, les canons, du coup, vu que les projectiles, ils sont en fer et plus en pierre, comme avec les catapultes, ils sont beaucoup plus destructeurs au niveau de la structure des châteaux forts, et du coup, ils sont beaucoup plus facilement attaquables, et ils perdent l'avantage qu'ils avaient auparavant. Mais, au XVIIe, XVIIIe siècle,
c'est le retour de l'avantage à la défense avec l'invention des sortes de forteresses ou fortifications Vauban. Je pense que Vauban, c'est un français d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est la particularité des forteresses Vauban? En fait, Vauban, lui, il s'est dit, quand on a un château, souvent le château il est carré. Donc il est carré, et à l'époque il y avait des tours carrées. Mais le problème c'est que du coup quand on se fait attaquer, on a un champ de vision comme ça, de nos canons. Bon là j'exagère peut-être un peu comme ça, comme ça, comme ça. Mais le problème c'est que ici, là, ici et là, vous avez des angles morts qui permettent du coup aux ennemis de vous attaquer en essuyant un minimum de tirs de votre part. Donc Vauban. Et vous avez aussi le problème de la structure en pierre des châteaux qui est problématique. Donc Vauban, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une solution à tous ces problèmes. Il crée des forteresses en étoiles. Alors, désolé, je dessine pas très bien. L'idée avec les forteresses en étoiles, qu'est-ce que c'est? Forteresse en étoile, c'est que vous pouvez attaquer sans angle mort. Vous pouvez attaquer dans toutes les directions sans jamais ne pas pouvoir attaquer un ennemi. Et qu'est-ce qu'il ajoute à ces forteresses? Ces forteresses, au lieu de les faire assez hautes comme des châteaux forts, il les fait enterrer. Et ce qu'il met, c'est que devant la forteresse, en fait, il la renforce avec de la terre. Parce que du coup, les boulets de canon ennemis, ils s'écrasent dans cette terre et ils diffusent la puissance de l'impact dans la terre et ça abîme pas la forteresse. Donc, grâce à cette invention, l'avantage revient à la défense. Mais malheureusement, l'avantage ne reste pas forcément très longtemps à la défense parce qu'au 19e siècle, il y a l'invention du canon Krupp. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, même si j'ai un doute. Donc, avantage à l'offensive. Qu'est-ce que le canon Krupp permet? Le canon Krupp, en fait, c'est un canon où dans l'espèce de bouche du canon, vous avez une forme spéciale qui fait qu'en fait, le boulet, au moment du tir, il va se mettre à tournoyer. Et ça va lui permettre d'augmenter considérablement sa portée. Donc vous pouvez tirer de beaucoup plus loin. Et en plus de ça, ce qu'ils vont rajouter, c'est qu'ils vont rajouter des boulets explosifs. Et là, à ce moment-là, l'avantage aux forteresses Vauban n'est plus vraiment un avantage. L'avantage revient à l'offensive à cette époque-là. Mais il ne va pas rester forcément très longtemps à l'offensive parce qu'avec la Première Guerre mondiale, et comme on l'a vu, l'invention de la mitraillette, l'avantage revient à la défense. Et la mitraillette est bien sûr donc les tranchées et le barbelé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'avantage est la défense pendant la Première Guerre mondiale. On a la Deuxième Guerre mondiale. Et là, comme on le sait, l'avantage revient à l'offensive, notamment avec le Blitzkrieg. Je pense que je vous ferai une vidéo plus en détail sur ce sujet, mais rapidement, qu'est-ce que c'est l'idée derrière le Blitzkrieg? En fait, avant, les pièces d'artillerie lourde comme les tanks, elles étaient utilisées de façon parsemée en soutien à l'infanterie. Ce que les Allemands vont faire qui va radicalement changer la chose, c'est que, en fait, au lieu de les utiliser de façon parsemée, ils vont les utiliser de façon coordonnée sur un point précis. Ils vont concentrer l'attaque des tanks et de l'artillerie lourde sur une zone précise de la défense ennemie pour créer une brèche, une percée et réussir à s'infiltrer dans les défenses ennemies. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à le faire avant? En fait, le principal problème, c'est qu'avant, donc pendant la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas de radio embarquée. Alors, donc ici, ils n'en avaient pas, alors qu'ici, ils en avaient. Et en fait, le fait d'avoir des radios embarquées, que ce soit sur les avions ou sur les
les tanks, ça a permis de vraiment coordonner l'attaque et de faciliter des percées dans les défenses ennemies. Donc c'est pour ça que l'avantage revient à l'offensive à ce moment-là. Maintenant la question c'est, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut distinguer deux mondes, et on est obligé de le faire. Le monde des armes nucléaires, qui est un monde à part, et le monde des armes conventionnelles. Donc, la question avec les armes nucléaires, on va finir par les armes nucléaires parce que c'est un monde un petit peu à part. Parce que, en fait, les armes nucléaires, c'est ni l'avantage vraiment à l'offensive. Si, c'est plutôt l'avantage à la défensive. Pourquoi? Parce que, avec les armes nucléaires, en fait, si j'utilise une arme nucléaire contre vous, et que vous utilisez la vôtre contre moi, je sais que tous les deux, on sera détruits, et ce sera potentiellement la fin de l'humanité. C'est pas vraiment une arme offensive ou défensive, c'est plutôt une arme dissuasive. En fait, le but, c'est de ne pas l'utiliser. Éviter au maximum de l'utiliser, et c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant de revenir aux armes conventionnelles, c'est d'ailleurs ce sur quoi les États vont essayer de se mettre d'accord. Ils vont signer des traités de non-prolifération des armes nucléaires, notamment pendant la guerre froide. Ils vont signer des traités, c'est d'ailleurs la doctrine, c'est un nom, doctrine Schlesinger. En fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, on sait qu'on a les armes nucléaires, on peut les utiliser, mais si on les utilise, c'est la catastrophe. Donc, en fait, on va se mettre d'accord tous les deux pour ne pas les utiliser, on va rester avec les armes conventionnelles, parce que il y a moins de risques pour l'humanité, on va dire. Donc, il vaut mieux qu'on se mette d'accord tous ensemble pour n'utiliser que des armes conventionnelles, que personne n'utilise en première instance une arme nucléaire, et ça se passera mieux pour tout le monde. C'est comme un accord tacite. Le problème avec cet accord tacite, c'est qu'il crée un nouveau paradoxe. Le paradoxe de la stabilité-instabilité. En fait, l'idée de ce paradoxe, qu'est-ce que c'est? L'idée de ce paradoxe, c'est on ne veut pas de guerre nucléaire. Donc, personne ne va faire de guerre nucléaire. Mais le problème, c'est que comme on s'autorise l'utilisation d'armes conventionnelles, en fait, bien qu'il y ait une stabilité totale au niveau des armes nucléaires, il y a une instabilité qui peut déboucher sur des conflits, régionaux avec des armes conventionnelles. Et c'est ce qui se passe notamment en Ukraine et en Iran. Pour l'instant, et heureusement, aucune arme nucléaire n'a été utilisée et j'espère que ça continuera à rester comme ça. Qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires, je pense qu'on le souhaite tous, qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires qui soient utilisées. Donc, les armes nucléaires, situation un petit peu particulière, parfois des accords qui débouchent sur des guerres. Maintenant, avec les armes conventionnelles, est-ce que l'avantage est à l'offensive ou à la défensive? Je pense qu'il y a deux situations qui sont intéressantes sur lesquelles il faut se pencher. C'est la guerre de 1973, la guerre israélo-arabe, qui a clairement montré que l'avantage était à la défense. Parce qu'en fait, avec des missiles sol-air, qui coûtent à peu près, je vais dire une somme à peu près au hasard, mais plusieurs dizaines de milliers de dollars, vous pouvez neutraliser des avions à plusieurs millions. Donc en fait, dans ce cas de figure-là, économiquement parlant, l'avantage, il est clairement à la défense. Et si on regarde aujourd'hui, à qui est l'avantage en termes d'attaque ou de défense, avec la multiplication des drones, en fait, on se rend compte que finalement, l'avantage, il est toujours à la défense. Parce qu'avec un drone qui coûte, au maximum 10 000 dollars à construire, vous pouvez neutraliser un tank qui coûte plusieurs millions à construire. Un tank, c'est peut-être pas plusieurs millions, mais on va dire un tank à 500 000 dollars. Avec un drone à un maximum 10 000 dollars, vous pouvez neutraliser un tank à 500 000 dollars. Donc, économiquement parlant,
l'avantage aujourd'hui, il est revenu à la défense. Maintenant, après avoir vu ce petit historique, il faut qu'on fasse il faut qu'on apporte une attention particulière aux armes nucléaires. Mais avant, il y a peut-être quelques petites précisions qu'il faudrait que je vous fasse. Je ne sais pas si c'est pertinent que je vous les fasse ou pas. Je vais voir combien de temps ça fait qu'on tourne et je vais voir si je les fais ou pas, ces petites précisions. Je suis désolé, on va passer directement au nucléaire parce que ça fait déjà un petit moment que je vous parle de tout ça et la vidéo risque d'être un petit peu longue sinon. Donc, le nucléaire. L'arrivée des armes nucléaires, en fait, elle change pas mal de choses. Pourquoi? Parce que avec les armes nucléaires, le but, c'est de pas les utiliser justement. Le but ultime des armes nucléaires, en fait, c'est la dissuasion. Le but, c'est justement de ne pas les utiliser. Et toute la perception du dilemme de sécurité avec les armes nucléaires, elle change. Pourquoi est-ce qu'elle change? En fait, parce que dans un monde sans armes nucléaires, assurer la défense de ses civils, donc la défense civile, en fait, c'est quelque chose de défensif finalement. On protège juste son pays. Avec les armes nucléaires, c'est faux. En fait, avec les armes nucléaires, défendre ses civils, c'est offensif. Pourquoi? Pourquoi est-ce que défendre ses civils, c'est offensif? En fait, les armes nucléaires, il y a une première frappe et il y a une seconde frappe. S'il y a une première frappe et qu'il y a une seconde frappe et que les deux acteurs subissent les frappes, il n'y a plus d'humanité finalement. Parce qu'aujourd'hui, on peut envoyer 500 têtes nucléaires d'un coup, et autant dire que 500 têtes nucléaires qui explosent, on s'en remettrait peut-être pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Donc, le problème, c'est que si on envoie une première frappe, mais qu'on est capable d'intercepter la frappe ennemie, de l'empêcher de nous toucher, à ce moment-là, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que on devient insensible, donc invulnérable, à une potentielle seconde frappe. Et ça, c'est très problématique, parce que du coup, la dissuasion ennemie, elle agit plus sur vous. Ceux qui ont eu vraiment on va dire une querelle nucléaire, c'est, bon, on le sait tous, les États-Unis et la Russie. Et ils se sont mis d'accord, ils ont signé des traités anti-ABM, ABM pour anti-ballistic missile. Ils ont signé ces traités-là, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu assurer qu'en cas de conflit nucléaire, ce serait la destruction, en anglais MAD, Mutual Assured Destruction, pour les deux pays. En fait, ils veulent assurer leur destruction mutuelle, être sûr que s'il y en a un qui ne joue pas le jeu, les deux sont détruits. Et du coup, ils ont signé des traités anti-missiles anti-balistiques parce qu'aucun des deux pays, finalement, n'avait envie de déboucher sur une apocalypse nucléaire. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé au moment de la guerre froide avec la création des sous-marins nucléaires. Mais avant de vous parler des sous-marins nucléaires, gardez-le dans un coin de votre tête, on y revient tout de suite. Il faut que je vous parle des véhicules de lancement de missiles nucléaires. En fait, il y a deux types de véhicules de lancement. Véhicule de lancement, en fait, c'est plutôt, pour vous le dire vulgairement, c'est le missile sur lequel vous mettez la tête nucléaire. Comment est-ce que vous envoyez un missile nucléaire sur un autre pays? En fait, vous avez ce qu'on appelle des MRV, qui sont des véhicules défensifs.
où vous avez aussi des MIRV, donc je vais l'écrire ici, qui eux sont des véhicules offensifs. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? La différence, c'est quoi? Un MRV, vous avez une cible, mais votre missile peut se séparer en plusieurs, un genre d'essaim de missiles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, c'est un missile qui, au niveau de l'atmosphère, enfin non, ça c'est plutôt pour les MIRV. Mais en fait, vous avez un missile, quand vous le lancez, il se sépare, et du coup, ça crée un espèce de cluster de missiles qui verrouille une cible. Donc ça, pourquoi est-ce que c'est défensif? Parce que c'est bien pour viser une seule cible. Donc en fait, vous envoyez tellement de missiles que vous êtes sûr de la toucher. C'est bien pour une seconde frappe, parce que du coup, en fait, si quelqu'un vous attaque nucléairement parlant, vous ripostez et vous envoyez sur la ville ennemie, vous êtes sûr de la toucher, et pour le dire un petit peu vulgairement, on est sûr que tout le monde est mort. Donc c'est défensif parce que c'est plutôt utilisé pour une capacité de seconde frappe. Maintenant, les MIRV, pourquoi est-ce que c'est offensif? Là, les MIRV, c'est le même concept, sauf que vous avez plusieurs cibles. Et du coup, vu que vous avez plusieurs cibles, en fait, c'est ce que je vous disais, les missiles, ils se séparent dans les hautes couches de l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est la ionosphère ou la stratosphère. Les missiles se séparent et du coup, ils sont capables de viser plusieurs cibles avec un seul lancement au départ. Pourquoi est-ce que c'est problématique et pourquoi est-ce que c'est offensif? Parce qu'en fait, si ces missiles-là sont utilisés pour viser une ville, en fait, ces missiles-là, ils sont utilisés pour viser des silos de missiles. Le but, c'est de neutraliser les missiles ennemis pour être sûr qu'il n'y ait pas de seconde frappe. Si vous arrivez à neutraliser les missiles ennemis, tous les sites de lancement ennemis ou tous les missiles ennemis, et bah à ce moment-là, il n'y a plus de seconde frappe et vous êtes plutôt en sécurité. Donc ça, c'est la petite parenthèse sur les véhicules de lancement. Il y a eu un certain nombre de nouveautés qui sont apparues avec les sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires, ils sont indétectables. Enfin, ils sont indétectables a priori. Indétectables. Ah non. Indétectables. Et du coup, en fait, ces sous-marins, leur but, c'est d'assurer une seconde frappe. En fait, ils se cachent. Et au cas où ça tourne mal, ils envoient un missile. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas viser des silos de missiles? En fait, ils ne sont pas assez précis. Enfin, du moins, au moment de la guerre froide, ils n'étaient pas suffisamment précis. Ils n'étaient pas suffisamment précis et du coup, qu'est-ce que ça engendrait? Ça engendrait que, vu qu'ils n'étaient pas suffisamment précis, ils étaient capables de viser juste des zones où il y a de la population. Que vous visiez Paris ou que vous visiez Saint-Denis, vous ferez quand même beaucoup de dégâts parce que c'est des zones de population très denses. Par contre, si votre dépôt de missiles il est à Paris et que vous visez Saint-Denis, vous n'allez pas détruire le dépôt de missiles, ou en tout cas pas autant que vous... Enfin, peut-être pas aussi bien que vous l'espériez. Donc c'est ça l'idée. Après, le problème avec les sous-marins, c'est que si tout le monde est d'accord pour mettre ces sous-marins ici ou là, et qui servent uniquement et qui restent indétectables et qui servent à une deuxième frappe, tout se passe bien. Le problème, c'est que vous pouvez développer ce qu'en anglais ils appellent ASW, Anti-Submarine Warfare. C'est de la guerre anti-sous-marin. Et en fait, avec la Anti-Submarine Warfare, vous êtes capable de détecter les sous-marins. Et du coup, si vous détectez les sous-marins, vous pouvez soit les détruire, soit les neutraliser. Et le problème, en fait, c'est que du coup, c'est un petit peu comme les missiles antibalistiques, c'est que si vous développez votre capacité anti-sous-marine, vous n'êtes plus vraiment exposé à la riposte ennemie, et ça devient problématique. Le souci, c'est que, en fait, déjà, ceux qui développent les capacités d'avoir des sous-marins, ils sont obligés de développer un petit peu, par la même occasion,
leur technique contre les sous-marins. Si vous êtes capable de construire un sous-marin et de savoir qu'est-ce qui va détruire votre sous-marin, bah, par extension, vous êtes aussi capable, à minima un petit peu, de détecter les sous-marins ennemis, de savoir comment ils se déplacent, quelles sont leurs méthodes de déplacement, etc. Ou quelles sont leurs signatures sonores, des choses comme ça qui permettent de les repérer dans les océans. Ensuite, vous avez aussi des sous-marins qui ne sont pas du tout nucléaires. Vous avez des sous-marins qui peuvent attaquer des flottes ennemies. Donc, développer votre lutte anti-sous-marine pour justement neutraliser des sous-marins qui pourraient attaquer votre marine ou vos navires de guerre, ça peut être justifié. Mais du coup, qui peut détruire des sous-marins non nucléaires peut détruire des sous-marins nucléaires aussi, ou les détecter. D'où le problème, en fait. Vous avez toute l'ambiguïté. Et c'est tout le problème, tout ce qu'on a vu. L'ambiguïté entre l'attaque et la défense, c'est ce qui cause tout le problème de sécurité. On ne sait pas du coup si l'autre va nous neutraliser ou pas, du coup on est méfiant, on a tendance à surréagir, et c'est ce qui peut conduire à des guerres. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, dans un monde avec des armes nucléaires, le but c'est la dissuasion. Le but c'est vraiment éviter au maximum d'utiliser ces armes et jusque-là, pour l'instant, ça a plutôt réussi avec le paradoxe stabilité-instabilité. Il y a quelques conflits, enfin pas quelques, il y a des conflits sur Terre qui existent, faut pas les minimiser, mais fort heureusement, ils ne sont pas nucléaires. Donc, je pense que là, on a un bon... Ah oui, et avec les armes nucléaires, il y a aussi tout un tas de traités entre les pays qui ont les armes nucléaires. On voit que les États-Unis cherchent à limiter au maximum le développement d'armes nucléaires en Iran, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une arme nucléaire, votre statut en termes de négociation, il change. Donc c'est pour ça que les pays évitent au maximum de laisser trop de pays développer ces armes-là, parce que ça pourrait rapidement devenir problématique. Je pense que là, il est l'heure de conclure. On va conclure sur toute cette petite étude du dilemme de sécurité et de théorie en mettant ensemble tout ce qu'on vient de voir dans cette deuxième partie et faire un petit peu le résumé. Donc, maintenant, si on conclut sur cette deuxième partie, entre l'avantage à l'attaque ou la défense, hop là, on commence à fatiguer ce feutre aussi, hop, voilà, comme ça, et comme ça. Avec des armes indistinguables, donc je mets un, et des armes distinguables. Hop. Donc ça c'est le monde 1. Ensuite 2, 3 et 4. Donc, le monde 1. Qu'est-ce qui caractérise le monde 1? Le monde 1, on a l'avantage à l'attaque avec des armes indistinguables. En fait, c'est le pire de tous les mondes. Dans ce monde-là, les États sont nerveux. La paix est presque impossible. Et en fait, dans ce cas-là, la meilleure stratégie, c'est attaquer en premier. Même si ce qu'on veut, c'est la défense. Pourquoi? Parce que, en fait, vu que c'est l'attaque qui a l'avantage, la meilleure stratégie, c'est d'attaquer. Et on ne sait pas si les autres vont attaquer ou pas attaquer. Donc, finalement, dans ce cas-là, le mieux, c'est d'être le premier à prendre l'initiative et réussir à porter la guerre, en tout cas à minima sur le territoire ennemi. Ce monde-là, il est représenté par l'Europe, juste avant la Première Guerre mondiale. C'est exactement cette situation-là. L'Europe avant la Première Guerre mondiale, l'Europe était une poudrière. Tout le monde pensait que l'avantage
étaient à l'offensive, donc tout le monde s'armait, et c'est ce qu'on a vu entre 1908 et 1913, je crois. Les États ont au minimum investi 50% en plus dans les armements. Donc vous avez des courses aux armements, et potentiellement des guerres. Donc cette situation, dans la matrice du début, elle est représentée à peu près par DD. Ici, tout le monde est incité à ne pas coopérer, et la coopération est très très difficile dans ce monde-là. Maintenant, si on passe au deuxième monde. Deuxième monde, on a des armes qui ne sont pas distinguables, mais on a un avantage à la défense. Dans ce monde-là, on ne va pas dire que la paix est impossible, la paix est possible. Mais, en fait, elle repose sur quoi, la paix dans ce monde-là? La paix dans ce monde-là, elle repose sur la diplomatie. Dans ce monde-là, si les pays sont au courant du dilemme de sécurité et de tout ce dont on vient de parler, une détente et une paix est possible. Parce que du coup, en échangeant avec les pays, en voyant ceux qui ont peur d'une trahison ou d'une potentielle guerre, vous avez moyen de les rassurer en les laissant s'armer, parce que dans tous les cas, vous avez l'avantage. Les défenseurs ont l'avantage. Donc, attaquer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si par exemple, il faut 4 soldats défenseurs pour un soldat... il faut 4 soldats attaquants pour un soldat défenseur, ben, le coût de l'attaque il devient vraiment démesuré. Mais le souci dans ce cas de figure-là, c'est des cas de figure où vous avez des dirigeants qui ignorent le dilemme de sécurité. Dans ce cas-là, ça débouche sur quoi? Des courses aux armements. Ce monde-là, dans la vraie vie, entre guillemets, c'est quel monde? C'est l'Europe de l'entre-deux-guerres. Donc entre Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. C'est typiquement ça. Le but, c'est d'essayer de résoudre les conflits par la diplomatie, parce que l'avantage est à la défense, mais on n'arrive pas à distinguer les armes. Maintenant, le troisième monde. Là, ah oui, et donc là, c'est des situations où vous avez CC qui est possible, CD qui est possible aussi, mais vu que vous avez l'avantage, en fait, CD il est facilité, parce que la défense a l'avantage. Maintenant, si on passe au troisième monde. Le troisième monde, l'avantage il est à l'attaque, mais cette fois, les intentions sont distinguables. Donc, vu que les intentions sont distinguables, vous pouvez voir qui va vous attaquer, voir qui est agressif, qui est agressif. Dans ce cas de figure-là, vu que vous pouvez voir qui est agressif, ça vous donne un sacré avantage quand même. Mais le problème, c'est que, en fait, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est agressif et qui veut potentiellement vous attaquer, dans ce monde-là, la meilleure stratégie, ce sera de l'attaquer en premier. Parce que du coup, l'attaque a toujours l'avantage. Est-ce que une paix est possible? Elle est possible, mais elle est moins possible que dans le monde 2, parce que vu que c'est l'attaque qui a l'avantage, on est quand même ça favorise quand même les guerres. Après, pour être 100% honnête avec vous, ce monde-là, c'est le monde, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai essayé de trouver une situation qui correspondait le plus à, dans l'histoire, une situation qui correspondait à ce cas de figure-là, ça n'existe pas vraiment. C'est un petit peu compliqué de trouver des situations qui s'apparentent vraiment à ce monde-là. Ce qui s'y apparente le plus, en fait, c'est les guerres de colonies. Et vous allez voir, c'est tout à fait logique.
Guerre de colonie, pourquoi? Parce qu'en fait, pendant les guerres de colonie, qu'est-ce qui se passait? Vous avez les pays colonisateurs, on va dire les Anglais, ils arrivaient avec leurs navires de guerre avec des canons, et ils pointaient leurs canons sur les populations qui souhaitaient coloniser et leur disaient, bon, soit maintenant vous allez acheter ce qu'on vous vend et vous allez nous laisser ouvrir des points de commerce dans vos ports, soit on détruit tout. Donc, c'est typiquement le genre de guerre où l'avantage est à l'attaque parce que là, il n'y a pas vraiment de défense dans les pays que vous attaquez, et les intentions sont claires parce que s'ils sont là, c'est pas pour développer leur défense, c'est plutôt dans une optique agressive. Maintenant, on va finir par le quatrième monde. Donc, le quatrième monde, c'est un petit peu l'idylle. C'est les armes sont distinguables et l'avantage est à la défense. Dans ce cas de figure-là, le dilemme de sécurité s'efface totalement. Il n'y a plus vraiment de dilemme en fait. Parce que déjà, vous voyez quelqu'un qui se prépare à vous attaquer, et de toute façon, vous attaquer, ça ne sert à rien parce qu'il n'aura pas l'avantage. Donc vous le voyez venir et vous savez qu'il n'a pas l'avantage. En le voyant venir, vous pouvez investir de façon plus importante dans vos propres défenses et être quasiment sûr ou presque de gagner. Donc vous devenez finalement un petit peu invulnérable face aux attaques ennemies. C'est l'idéal. Et dans ce cas-là, ce qui est largement favorisé, c'est la coopération mutuelle entre les pays, comme on l'a vu dans la première matrice. Et là, ce qu'on voit ici, ce qui favorise, c'est la défection et la coopération par rapport aux guerres de colonie, mais je l'avais oublié de le mettre, je le rajoute. Ici, c'est la coopération mutuelle qui est la plus intéressante. Si on devait voir un monde qui correspond à peu près à ce monde-là, c'est le monde nucléaire pendant la détente entre les États-Unis et la Russie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cette époque-là, vous avez la destruction mutuelle assurée des deux pays en cas de non-coopération, donc aucun intérêt à ne pas coopérer. Vous avez des traités anti-missiles antibalistiques. Donc, si quelqu'un ne joue pas le jeu, c'est la fin de l'humanité. Donc, tout le monde a intérêt à coopérer et il vaut mieux que ça se passe comme ça, que ce soit au niveau de la paix, au niveau du commerce ou au niveau du développement économique des pays. Donc voilà, je pense que on a répondu à peu près à la question initiale, de voir pourquoi est-ce que des pays pouvaient, même s'ils n'en avaient pas forcément envie au début, finir par se déclarer la guerre, par le jeu des intentions et de la façon dont vous percevez les intentions des autres, avec en plus des facteurs aggravants ou aidants ou atténuants, on va dire, qui sont la nature des armes, offensives, défensives, et le fait qu'elles soient distinguables ou non, qui crée cette ambiguïté qui renforce ou non la propension à la coopération des États ou la propension à la trahison. Et voilà, donc je pense que franchement, cette théorie, elle est assez intéressante. Moi, je trouve que c'est très intéressant, ça explique un certain nombre de choses, et j'espère que vous aurez eu plaisir à écouter cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.